Donc je vais commencer. Donc je m'appelle Christelle Kedi, je suis donc spécialiste en esthétique afro avec donc des recherches qui tournent autour du genre en Afrique et principalement du genre comme grille de lecture pour comprendre les rapports sociaux. Donc moi, ma spécialité, comme je disais, c'est l'esthétique et l'esthétique africaine ancienne, c'est-à-dire le maquillage utilisé comme forme de langage, de communication. Et aujourd'hui, donc je fais ma deuxième conférence Africamat. La première a eu lieu donc en mars et elle concernait donc le matriarcat et le féminisme, à savoir comment ne pas les confondre, pourquoi ne pas les confondre, leurs sources philosophiques et leurs sources historiques et sociologiques. Aujourd'hui, je vais me pencher sur trois thématiques importantes qui auraient dû être traitées lors de la conférence à venir, mais avec le confinement, nous avons choisi de le faire de manière virtuelle. Donc la thématique aujourd'hui, c'est l'afropéanité et son rapport avec l'exogamie et le fétichisme. Alors, pourquoi je parle de fétichisme? Alors, pour les personnes qui connaissent mes travaux, je suis la fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Femmes Noires Sensuelles est un think tank qui est dédié à la valorisation, mais également à la transmission et aux recherches autour de tout ce qui concerne le couple africain, le couple afrodescendant, donc érotisme, sensualité, mais également les les codes de mise, de création de couples, puisqu'aujourd'hui, dans l'Afrique contemporaine, la plupart des couples sont formés sur des bases civilisationnelles et culturelles qui ont été récemment importées. Donc je fais référence par exemple aux religions abrahamiques. Je fais référence par exemple à des systèmes d'organisation de type patriarcal. Donc le sujet d'aujourd'hui, l'afropéanité, qu'est-ce que c'est? Très souvent lorsque l'on entend parler d'Eurasiens, si je dis Eurasien, est-ce que les gens se posent des questions? À quoi pense-t-il? Que voit-il? Quand on dit Eurasien, on va penser nécessairement à une personne qui, physiquement, sera métisse, probablement d'un parent asiatique et d'un parent européen. L'afropéen, d'un point de vue universitaire, la définition, et ça je le rappelle dans mon ouvrage Afropolitanism and the Black Blogosphere, l'afropéen, c'est également un métis. L'afropéen, c'est pas quelqu'un qui a une pièce d'identité. Alors, je vais rappeler quelques règles de base. Je fais d'abord la présentation qui va durer à peu près 1 heure, et ensuite on pourra poser les questions. Donc, les personnes qui m'envoient en permanence des commentaires et des questions, je n'en tiendrai pas compte avant 15 heures, puisqu'on doit déjà poser les bases au niveau historique, sociologique, puis contextualiser en fait la thématique avant de pouvoir poser des questions. Puisque si c'est un mot qui vous effraie, afropéen, je ne comprends pas comment vous pouvez me poser des questions sur une définition qui n'est déjà pas claire. Donc, je reprends là où j'en étais. Donc, l'afropéanité, c'est comme être eurasien. Donc, d'un point de vue purement sociologique, des afropéens, ce sont des métis, rien d'autre. Donc, lorsque vous avez toute une littérature qui est dédiée à l'afropéanité, écrite par des afrodescendants de pères africains ou afrodescendants et de mères afrodescendantes, il y a un problème identitaire. Donc c'est là le rapport que je souhaiterais mettre en exergue aujourd'hui. Alors quel est le rapport, le lien entre la dissonance, l'afropéanité, l'exogamie et le fétichisme? Donc je vais commencer déjà par contextualiser ce qu'est l'afropéanité. Donc l'afropéanité, déjà, elle constitue, d'un point de vue anthropologique, comme je disais, la relation d'un Européen avec une Africaine. Donc ça, je le rappelle dans mon livre Black Therapy. Pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui se sont procurés cet ouvrage, toute la dernière partie est dédiée à la confusion que font beaucoup d'entre nous entre la citoyenneté et l'identité. Donc l'afropéanité, c'est sur une base identitaire, c'est anthropologique. Tandis que le fait d'être afro-français ou d'avoir une nationalité française, ça concerne la citoyenneté. Donc qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, déjà, c'est un statut conventionnel. La citoyenneté, on est d'accord, elle découle d'une république, une république fondée très souvent sur la démocratie de type athénienne. La démocratie athénienne, à titre de rappel,
c'était une démocratie qui n'avait que 2% de citoyens et 98% de métèques, esclaves, femmes au choix. Donc les 2% de citoyens, c'était les seules personnes, donc des hommes grecs, qui avaient le droit de voter et de créer ce qu'on appelait la démocratie athénienne. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de citoyenneté, on voit que le terme a quand même considérablement évolué. Mais c'est un terme toujours conventionnel, juridique. Le terme citoyenneté n'a rien à voir avec l'origine identitaire ou anthropologique des personnes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il ne faut pas confondre la citoyenneté avec l'identité quand on pense à l'afropéanité. L'afropéanité, anthropologiquement, il y a un lien avec le terroir. Il y a un lien avec peut-être des cultures. Et puis surtout, c'est une réalité physique. Donc si vous prenez un personnage comme Lenny Kravitz, ou vous prenez un personnage comme Dieudonné, ou vous prenez un personnage comme Bob Marley, ce sont des Afropéens, parce qu'ils ont un parent européen ou d'origine européenne, et un parent africain ou d'ascendance africaine. Donc, lorsque vous avez des personnes qui se prétendent être afropéennes et qui ne correspondent pas à cette définition anthropologique, il y a erreur. Donc, ou elles ne connaissent pas la définition, mais qu'elles ne disent pas ou qu'elles ne prétendent pas qu'elles proposent leur propre définition, parce qu'en réalité, ce sont des Afro-Français. Par conséquent, le Martiniquais ou l'Haïtien ou le Réunionnais sont des Afro-Français. Ce ne sont pas des Afropéens, à moins d'avoir un parent européen. Donc ça, c'est quelque chose de très important à saisir, j'insiste là-dessus, parce que les choses vont se compliquer lorsqu'on va intégrer la notion de métissage, qui est certainement plus différente qu'on ne le pense. Donc, lorsqu'on parle du contexte d'afropéanité, dans Black Therapy, je fais allusion à ce qu'on appelle la créolité, qui est un concept parallèle. Donc, afropéanité, c'est anthropologique. Qu'en est-il de la créolité, qui est propre aux cultures antillaises francophones? La créolité, à l'origine, concerne des identitaires français, donc des Savoyards, enfin non, peut-être pas, des Auvergnats, des Picards, des Bretons, qui auraient migré vers de nouveaux territoires conquis et qui auraient créé cette culture. Donc, il s'agit de quelque chose d'anthropologique qui ne concerne pas à l'origine les afrodescendants. Si on parle de la femme de Napoléon, Joséphine, elle était créole. Donc les personnes afrodescendantes défendant la culture créole le font sur une base citoyenne. Donc c'est-à-dire que quelque part, il y a une confusion entre la réalité anthropologique de ce qu'est la culture créole et le statut de citoyen qui a été octroyé à partir de 1848 avec une longue extension, comme je l'explique dans Black Therapy, jusqu'en 2016, puisqu'on parle encore du texte de loi de la ministre Paul Angevin concernant l'égalité totale, qui n'a pas encore été acquise. Voilà. Donc, l'afropéanité, ce n'est pas de la créolité. Attention. Même si l'afropéanité et la créolité font partie d'une grille de lecture anthropologique. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, si nous passons à la définition de l'afropéanité telle qu'elle nous est, on va dire, présentée par les médias ou par beaucoup d'entre nous qui confondons le principe de citoyenneté avec celui d'identité. Alors l'afropéanité, c'est souvent dans nos cercles francophones promu par une littérature. Et on appelle précisément cette littérature, je le cite dans mon livre Afrothérapie, la migritude. Donc c'est très spécifique. La migritude, ce sont des afrodescendants nés en Afrique ou aux Antilles, y ayant grandi, et qui ont décidé de migrer vers la France, considérée comme la capitale du monde francophone. Donc il y a une action, il y a une volonté de vouloir migrer vers un territoire, vers une nation à laquelle on souhaiterait plus ou moins créer des liens. Donc le mouvement littéraire de la migritude va effectivement faire la promotion de l'afropéanité, très souvent de manière subtile. C'est-à-dire qu'ils vont appeler leurs ouvrages, pour ceux qui ont eu accès à cette présentation-là par le couvert d'Africamat, vous entendrez des gens vous parler d'Afropéan Soul, donc de l'âme afropéenne, parce qu'ils ne peuvent pas vous parler de la réalité physique afropéenne puisqu'ils ne sont pas afropéens. Donc ils vont vous parler de leur fantasme, de leur fantaisie
autour de la notion afropéenne. Ça veut dire que pour eux, ils ont un père symbolique européen, européen blanc, entre guillemets, et une mère symbolique africaine ou afrodescendante. Ça, c'est le principe de la migritude. Donc vous connaissez tous ces auteurs, je ne les citerai pas ici, je les cite déjà dans mon ouvrage. Ensuite, vous avez cette notion qui est aussi autour de l'afropéanité qu'on appelle l'afropolitanisme. J'ai dédié tout un ouvrage donc en anglais sur les questions autour de l'afropolitanisme. Alors l'origine de ce terme, comme je le rappelle en introduction de mon livre de 2016, c'est justement le fait que c'est un terme qui a été créé par des africanaires à qui on refusait le statut d'identitaire africain. Donc on en revient encore à l'identitaire qui est lié à l'anthropologie. Donc, je suis un africanaire, donc d'ascendance européenne, probablement néerlandaise ou britannique, ou française, parce qu'il y a eu quelques huguenots quand même, qui ont rejoint les troupes des colons au XVIIe siècle, arrivés à Cape Town. Donc, ces personnes se sont dit, d'accord, nous sommes tolérés par notre citoyenneté africaine, nous avons des passeports africains. D'accord, nous sommes de manière conventionnelle des Africains. Cela dit, d'un point de vue identitaire, effectivement, nous ne sommes ni Fulani, ni Maasai, ni Berbères. Donc nous n'avons pas une identité liée à ce continent. Il va falloir qu'on trouve quand même une manière de se faire, d'être identifié ou d'être identifiable. Et à ce moment-là, ils ont créé le terme afropolitain, c'est-à-dire des personnes qui ont un lien avec l'Afrique, donc en l'occurrence leur citoyenneté, leur présence sur le continent africain depuis plusieurs siècles, et le fait qu'ils vivent aussi dans des mégalopoles, puisque le terme afropolitain, c'est aussi la reconnaissance du fait que ce soit des personnes urbaines, par opposition aux 80% d'Africains qui vivent dans des contrées plutôt rurales. Donc, être un afropolitain, là encore, comme pour la créolité, ce sont des termes qui sont associés plutôt à des euro-descendants et non pas à des afro-descendants. L'afropéanité, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce n'est pas? Donc on a compris que ce n'est pas de la créolité. On a également compris que l'afropéanité, ce n'est pas non plus être afropolitain, puisque ça concerne les populations eurodescendantes d'Afrique du Sud. Alors, est-ce que ça concerne le métissage? Oui, parce que je l'explique dans mon livre Afropolitanism and the Black Blogosphere, c'est un terme qui sociologiquement désigne les personnes métisses et particulièrement les personnes issues d'un père eurodescendant et d'une mère afrodescendante. Alors l'afropéanité, est-ce que ça concerne la citoyenneté? Non, absolument pas, d'un point de vue scientifique. Après, les fantaisies littéraires qui sont largement diffusées dans nos milieux, effectivement, vont vous faire croire qu'être afropéen, ça veut dire avoir un passeport. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc je vais avancer concernant donc, le rapport de l'afropéanité avec justement l'anthropologie et le juridique. Donc l'afropéanité, c'est quelque chose qui est anthropologique, mais qui est diffusé comme si c'était une réalité juridique, et d'où les confusions. Donc c'est un terme, je le répète, qu'on pourrait, pour le comprendre et pour le définir sans plus se tromper, on pourrait le mettre en parallèle avec la créolité, on pourrait le mettre en parallèle avec le fait d'être afropolitain. Donc si effectivement être afrodescendant, ce n'est pas être afropolitain, ce n'est pas être créole, ça ne peut pas non plus être quelque chose de conventionnel ou de juridique. Ce n'est pas une réalité juridique. Ça l'a été dans le passé pourtant. Et ça, je le démontre dans Black Therapy, avec le code noir, qui s'est transformé en code de l'indigénat, puis qui s'est transformé encore par la suite en code de l'immigration. Donc c'est le même texte. Je cite les références dans mon livre Black Therapy pour ceux qui l'ont lu. Donc on va pouvoir donc avancer. Donc concernant la notion, on va être beaucoup plus spécifique, la notion d'identité. Et quel est son rapport avec la dissonance si commune au monde noir entre guillemets ou au monde afrodescendant en l'occurrence. Alors pourquoi je fais un parallèle entre l'afropéanité et la dissonance? Il est évident. Beaucoup des personnes entre guillemets nées en Europe, donc ayant bénéficié des lois relatives aux droits du sol, pensent qu'effectivement elles aspirent aux mêmes droits
que des identitaires picards, auvergnats ou vendéens. Donc ça, c'est déjà, dans un premier temps, méconnaître l'histoire de France. Donc là, je renvoie à mon ouvrage Black Therapy, où je fais un résumé, une introduction assez rapide sur la manière dont la francisation, la manière dont la nation française a été précipitée dans sa création il y a à peine 200 ans par un personnage qui s'appelait Napoléon. Napoléon, lorsqu'il est devenu empereur, déjà à l'époque, il n'est pas né français, il est né italien. Donc qu'a-t-il fait? Il a conquis la Corse, il a conquis la Haute-Savoie, il a dû conquérir également l'Alsace pour compléter le territoire français tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ensuite, la deuxième chose, qu'a-t-il fait? Il s'est baladé dans les provinces françaises et a réalisé qu'il avait affaire à une vingtaine de groupes principaux, donc les Picards, les Auvergnats, les Bretons, les Vendéens, les Alsaciens, les Corses et autres, qui, pour la plupart, ne parlaient pas le français comme langue principale. Il y a à peine 200 ans, tout le monde parlait en première langue sa langue régionale. D'ailleurs, lorsque vous faites le parallèle avec d'autres pays européens, tels que la Grande-Bretagne, ou même l'Italie ou l'Allemagne, vous verrez qu'il y a une culture régionale qui est restée très en vigueur. Par exemple, les Britanniques, eurodescendants, puisqu'il y a des Britanniques afrodescendants ou asiatiques descendants, donc les Britanniques eurodescendants ne vont jamais se présenter comme Britanniques, mais ils vont toujours se présenter comme Écossais, ou Gallois, ou Anglais. Pareil pour les Italiens, ils vont vous dire qu'ils sont Siciliens, qu'ils sont Lombards, qu'ils sont Vénitiens. Donc, vous voyez qu'il y a une très forte culture régionale qui est restée dans les autres pays européens. Pareil pour l'Allemagne, les gens vont se définir en bavarois, berlinois et autres. En France, les gens se définissent comme français depuis 200 ans. Pour arriver à ce résultat, il y a eu de la violence. Ça, il ne faut pas le nier, hein. Il y a eu de la violence par le système de propagande scolaire, l'école est devenue obligatoire, et surtout l'école jusqu'à un certain âge, hein, à l'époque, et c'est comme ça que cette école était faite en français. Donc les méthodes qui ont été employées, les méthodes coloniales qui ont été employées en Afrique au 19e et dans la première partie du 20e siècle, ont été testées déjà sur le territoire français par Napoléon. Donc lorsque vous avez des populations afrodescendantes vivant sur le territoire français, on va dire hexagonal, hein, je vais être très spécifique, qui sont nés sur le sol français, donc qui ont bénéficié donc, du code de l'immigration, à savoir, puisque vous savez, et ça je l'explique dans Black Therapy, hein, la différence entre le droit du sang et le droit du sol, parce qu'à la base, pendant très longtemps, pour être français, il fallait avoir du sang français. C'est pour ça que je disais tantôt que l'afropéanité, c'est une réalité anthropologique. Quand vous penchez sur ce sujet-là en profondeur, ça ne peut pas être une réalité fantasmagorique ou une réalité culturelle. C'est vraiment une réalité à l'origine qui est juridique. Donc pour en revenir à ces populations afrodescendantes qui revendiquent les mêmes droits que des Picards, des Vendéens ou des Auvergnats, c'est méconnaître l'histoire de France jusqu'à une période très récente, puisqu'en 2016 encore, je le rappelle, on parlait d'égalité totale par la loi de la ministre Paul Angevin entre les Français d'outre-mer et les Français vivant sur le territoire entre guillemets original, l'Hexagone. Donc déjà, comprendre que ce qu'on appelle la nation française est un terme juridique. Donc, la notion de territoire, de langue et de culture, ce sont des termes juridiques. Héritage républicain, la France en est à sa 5e République, avant elle était sur de l'Ancien Régime. Et donc, la notion de nation, elle était liée au sang. Donc, c'est une des raisons pour laquelle être antillais, c'est quelque chose qui concerne la citoyenneté. Ce n'est pas quelque chose qui concerne l'identité française. Donc de manière artificielle, nous essayons d'arriver à ce stade-là pour certains militants, hein, ce n'est pas l'objectif de tout le monde, mais dans la réalité, quand on étudie l'évolution juridique ou l'incorporation, hein, en fait, techniquement, le terme, c'est même l'absorption des populations afrodescendantes au sein de la nation française, on se rend compte qu'effectivement, c'est un rêve très lointain. Donc je vais passer à... Donc, je vais continuer dans cette notion de citoyenneté et d'identité. Donc effectivement, lorsque vous parlez d'identité,
vous parlez de nation, et la nation française, c'est un regroupement de différentes nations. Et donc, effectivement, elles ont en commun une gastronomie, une histoire, un rapport au territoire, une mémoire collective et un artisanat, communauté de langue. Alors, est-ce que, effectivement, l'afrodescendant vivant dans les Antilles partage une communauté de langue avec l'identitaire français? Oui, mais dans quelles conditions? Parce que quand on parle de mémoire collective à La Réunion, c'est pas la même mémoire collective qu'on va avoir en Haute-Savoie. On est d'accord. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer que nous faisons complètement partie de la nation française? Oui, d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue identitaire, non. Donc nous ne sommes pas, ça confirme encore mon hypothèse dans laquelle nous ne sommes pas des Afropéens. Ce n'est pas possible. C'est contraire à la mémoire collective historique française, et puis ça ne correspond absolument pas à nos réalités de toutes les façons anthropologiques, à quelques exceptions près. Je ne vais pas revenir sur la distinction entre la langue d'Oï et les langues d'Oc. Ça, je le développe largement dans mon ouvrage Black Therapy, donc disponible aux éditions Aniboué pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet. Je vais désormais passer à la définition ou à la redéfinition ou à la mise en contexte de la notion de dissonance. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que les questions et donc tout ce qui concerne vos commentaires, je ne les lirai qu'à partir de 15 heures, puisque je préfère déjà proposer des définitions, présenter mon exposé avant de pouvoir répondre aux questions. On aura 2 heures pour ça, enfin 1h30, puisqu'on aura une petite pause quand même. Voilà, donc je vais passer maintenant à la notion de dissonance. Dissonance concernant donc les populations afrodescendantes, et je vais être très spécifique, les populations afrodescendantes francophones. Alors la dissonance, vous savez qu'il en existe de deux types. C'est une forme de pathologie d'ordre psychologique, voire psychiatrique. C'est pas moi qui le dis, allez vérifier les écrits des spécialistes dans ce registre. Donc la dissonance, je vais revenir donc à la racine principale que tout le monde connaît, on va dire la source, l'une des sources principales que tout le monde connaît, à savoir la dissonance décrite par Frantz Fanon dans son ouvrage Peau noire, masque blanc. Qu'est-ce que la dissonance? La dissonance chez les afro-descendants, c'est le fait de ne pas être en adéquation entre sa réalité anthropologique et une réalité qu'on a créée par suite de traumatismes collectifs. Donc on va se percevoir par exemple comme afropéen, mais dans la réalité devant le miroir on est tout simplement afro-descendants, ou africains pour ceux qui préfèrent ce terme. Donc ça c'est une dissonance. Alors il y a deux types de dissonance auxquelles Frantz Fanon fait référence, la dissonance cognitive entre autres, et puis celle qui est beaucoup plus dispersée dans le monde noir, qui est la dissonance qui est du fait du refus par traumatisme, je rappelle, ce n'est pas quelque chose, c'est un traumatisme intergénérationnel qui n'est pas toujours géré d'une génération à l'autre et qui a tendance à s'empirer. Donc, lorsqu'on parle d'afropéanité vécue comme une réalité culturelle, on tombe malheureusement dans la fantaisie de type dissonante. Pourquoi? Pour les éléments que j'ai rappelés tantôt. L'afropéanité, quand on regarde l'origine, quand on étudie l'histoire coloniale française, l'afropéanité déjà, ce n'est ni un Yannick Noah ni un Dieudonné. L'afropéanité, ça ne peut pas être un enfant issu d'une mère eurodescendante avec un père afrodescendant. C'est forcément un contexte colonial. Donc l'afropéanité, c'est une réalité anthropologique et physique. Dire que c'est une réalité culturelle, c'est un peu comme parler du rapport que nous avons avec la créolité ou parler du rapport que nous aurions éventuellement avec la notion d'afropolitain, c'est de la confusion. Je mets les choses claires. Pour ceux qui souhaitent les références, qu'ils se procurent mon ouvrage Black Therapy aux éditions Aniboué. Donc, la dissonance a pour première forme achevé, malheureusement, cette confusion permanente entre la citoyenneté et l'identité. La deuxième forme de dissonance que nous sommes amenés à rencontrer très souvent chez les afrodescendants dans un contexte francophone, ça va être le rapport au fétichisme.
Alors, l'année dernière, j'ai organisé un événement dans le cadre de mon think tank Femmes Noires Sensuelles en collaboration avec la chaîne de télé BizNews, durant lequel nous avons exploré la notion de fétichisme chez les afrodescendants. Alors, que voulions-nous dire à ce moment-là? Le fétichisme, déjà, c'est une pathologie. Alors, vous allez regarder sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, World Health Organization en anglais, donc WHO, et vous cliquez dans tout ce qui concerne la psychologie et particulièrement les addictions. Eh bien, vous trouverez que le fétichisme est une pathologie de type addictive. Qu'est-ce que c'est que le fétichisme? Ça n'a rien à voir avec nos clichés, très coloniaux d'ailleurs, d'Africains qui tiennent à la main des petits gris-gris, parce qu'on pourra en faire le parallèle avec certains qui pratiquent les religions abrahamiques et qui tiennent des mains de Fatma ou des crucifixes. Si vous ne pouvez pas vous séparer de ces objets, vous êtes dans une forme de fétichisme, dans une forme de pathologie. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition officielle. Donc je ne parle pas de ce type de fétichisme, je parle du fétichisme dans le sens où vous avez une obsession, une attraction systémique, c'est-à-dire systématique à un certain type de personne. En l'occurrence, si on parle du contexte exogamique, en l'occurrence des personnes qui n'appartiennent pas à votre groupe social d'origine, donc ça c'est la définition francophone officielle, très édulcorée, mais on parle littéralement de distinction, on va dire, en termes physiologiques. Donc le fétichisme afrodescendant, lorsque j'ai abordé cette thématique durant le think tank Femmes Noires Sensuelles, je faisais référence à ce qu'on appelle grossièrement, et ce qu'on appelait grossièrement dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, le mariage mixte. Alors, ce qu'on appelle le fétichisme, c'est lorsque vous répliquez une action plus de 2 fois. Lorsque ça arrive 2 fois, c'est une coïncidence. Lorsque ça arrive plus de 2 fois, ce n'est plus une coïncidence. Donc, quelqu'un qui est systématiquement attiré par des personnes qui ne lui ressemblent pas, d'un point de vue physiologique, ou qui sont très éloignées de cette personne d'un point de vue physiologique, alors elle est qualifiée de fétichiste. Je rappelle, le fétichisme, ce n'est pas à confondre avec l'exogamie. L'exogamie, ça peut être quelque chose que l'on fait une seule fois dans sa vie. Le fétichisme, c'est quelque chose que l'on fait qu'on a fait au moins 2 fois. Donc l'exogamie, ça pourrait être perçu, alors moi c'est ma position dans un paradigme afrocentrique, ça pourrait être perçu comme un trait de personnalité. Par exemple, aujourd'hui, je suis tombée, je ne sais pas, amoureuse, ou j'ai eu une relation avec quelqu'un qui ne me ressemblait pas, qui venait peut-être, je ne sais pas, d'Asie, et puis après, mon compagnon suivant peut-être venait d'Europe, mais tous les autres compagnons étaient des afrodescendants. Là, j'ai été exogame. Peut-être que ça fait partie d'un trait de ma personnalité. Maintenant, si je ne suis strictement attirée que par les hommes roux aux yeux verts, là, je suis fétichiste. Et donc là, ça relève de la pathologie. Donc, en résumé, l'afropéanité, qu'est-ce que c'est? L'afropéanité est une réalité anthropologique, qui n'est pas à confondre avec la notion de citoyenneté, qui est une réalité juridique. La dissonance, qu'est-ce que c'est? La dissonance chez les afrodescendants, c'est le fait de confondre la réalité anthropologique avec une réalité psychologique qui sert à se préserver d'un traumatisme, donc on va dire collectif, intergénérationnel. Ça, c'est la dissonance selon Fanon, la dissonance chez les afrodescendants. Qu'est-ce que l'exogamie? L'exogamie, dans un paradigme afrocentrique, la définition que je propose, c'est le fait d'avoir un trait de personnalité qui peut tolérer l'ouverture vers d'autres populations au moment du choix d'un conjoint. Et qu'est-ce que le fétichisme? Le fétichisme, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ça concerne spécifiquement une pathologie. C'est-à-dire, on est systématiquement attiré par des personnes qui ne nous ressemblent pas d'un point de vue physiologique. Je vais donner un exemple. Si dans la nature, monde végétal, monde animal, vous avez des chats marrons, vous avez des chats noirs, vous avez des chats blancs, vous avez des chats à taches, c'est que depuis le début des chats, si on remonte à la préhistoire, vous avez systématiquement eu de l'endogamie.
Si on prend par exemple le monde végétal, ce sera la même chose. Si vous avez la rose rouge, la rose rose, la rose violette, etc., c'est que systématiquement dans le monde végétal, vous avez eu la pratique de l'endogamie. Si depuis la création du monde tel que vous le connaissez, tel que nous connaissons aujourd'hui, vous avez eu différents peuples à travers le monde, c'est qu'il y a eu forcément une majorité d'endogames à l'intérieur de ces groupes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'il s'agit d'une loi qui est confirmée par la nature? Donc l'endogamie, c'est l'option la plus naturelle. L'exogamie, dans un contexte, et je précise, je suis très spécifique, dans un contexte francophone. Alors certains disent néocolonial, d'autres disent postcolonial. Pour moi, nous sommes toujours colonisés, hein. Tout le monde a vu les informations ce matin, hein, avec ces pays africains tous francophones, hein, qui ont décidé de sacrifier leur population. Je ferme la parenthèse ici. Donc, dans ce contexte toujours colonial, effectivement, l'exogamie est la conséquence, très souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, d'une dissonance. Mais d'une dissonance si profonde qu'elle crée la confusion et qu'elle, quelque part, conditionne en fait les personnes, les afrodescendants exogames et fétichistes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de fétichistes parmi. Ok, donc nous sommes de retour pour le live, hein, désolé, nous avons eu quelques petits soucis techniques, et puis en même temps ça a été l'occasion de faire une petite pause. Donc comme je disais tantôt, distinction absolue entre le concept donc d'afropéanité, qui est une réalité anthropologique, et donc une construction collective de type fantasmagorique, hein, ça je le démontre dans mon livre Black Therapy, la dissonance collective, hein, effectivement, parce que lorsqu'on parle de nation française, est-ce qu'on a une communauté de langue? Non. Est-ce qu'on a une mémoire collective sur laquelle on s'entend avec le reste de la nation française? Je ne crois pas non plus, hein, puisque le chapitre Haïti n'est pas connu de la majorité des Français qui ne sont pas afrodescendants, qui se sentent très souvent très peu concernés par les questions coloniales. Est-ce qu'il y a un rapport donc très proche à l'artisanat? Je ne pense pas non plus. À la gastronomie, encore moins. Donc effectivement, le rapport que les afrodescendants ont à l'afropéanité, je répète, est un rapport malheureusement pour le moment en francophonie de type fantasmagorique. La dissonance, elle est au cœur justement de ce rapport fantasmagorique. Et comme je commençais à l'expliquer, et j'entrais donc dans la deuxième partie de ce live, qui consiste donc à expliquer ce que c'est que le fétichisme chez les afrodescendants, et en l'occurrence par une de ses formes les plus achevées, qui est la pratique de l'exogamie, qui est rendue d'ailleurs très souvent systémique ou systématique. Je préfère le terme systémique parce que c'est quelque chose qui a été instauré comme une référence. Et ça, je vais le démontrer. C'est justement le propos de cette vidéo. Alors, en résumé, la citoyenneté et l'identité. Donc, aujourd'hui, nous parlons de nation, de pays et de souveraineté. C'est en train d'être transformé, surtout à l'heure actuelle avec cette histoire de confinement. Et nous irons de plus en plus vers des notions de langue, de frontières et de terroir. À titre d'exemple, si vous prenez la population tzigane française, effectivement, est-ce qu'il y a un problème de frontières ou de terroir? Mais est-ce qu'elles ne font pas partie de la nation française? Donc vous voyez comment les afrodescendants dans les Antilles françaises euh, ont à se plaindre de l'égalité parfaite, hein, qui n'est toujours pas acquise, et de l'autre côté, donc les populations qui ne sont pas délimitées sur un territoire, comme le seraient par exemple nos populations aux Antilles, bénéficient d'un statut plus clément. Alors est-ce que c'est parce qu'elles sont dans l'Hexagone en majorité? Je ne sais pas. Mais c'est une thématique qui serait intéressante à aborder. Faire un parallèle entre les populations tziganes et puis les populations afro-descendantes historiquement, vivant dans les Antilles françaises. Donc, je vais aborder maintenant les différents degrés de dissonance et de quelle manière ils se reflètent euh, dans les différentes sociétés issues du monde noir. Donc je rappelle une petite règle de base. Je fais d'abord la présentation,
Donc il me reste à peu près une vingtaine de minutes maximum. Puis nous ferons encore une petite pause, le temps que je me désaltère, et puis le temps aussi que vous digériez l'information, et puis là, on pourra passer à des échanges, à des questions-réponses. Donc mes livres auxquels je fais référence, donc Black Therapy qui est en français, qui est disponible aux éditions Aniboué, et qui traite de ces notions de citoyenneté et d'identité, d'afropéanité, donc la confusion, et donc le livre qui parle particulièrement de l'afropolitanisme, de la créolité et donc du rapport au métissage, c'est mon livre qui est en anglais disponible aux éditions Books of Africa, qui s'appelle Afropolitanism and the Black Blogosphere. Donc je répète, on posera les questions un peu plus. Voilà, merci. Alors je vais aborder donc le chapitre de l'exogamie. Donc l'exogamie, on a dit la définition, c'est déjà c'est plus un trait de personnalité. Tandis que le fétichisme, c'est une pathologie, hein, donc de type addictif. Donc si je suis systématiquement attiré par des personnes qui sont complètement différentes de moi, alors à ce moment, effectivement, ça relève de la pathologie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc s'il vous plaît, pas d'injures rapides, pas de conclusions hâtives. Je ne suis pas là pour critiquer les choix des gens ou la notion de métissage. Je suis là pour donner un paradigme afrocentrique à ces questions. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie par avance. Donc, je remets juste un petit peu, je me remets sur mes diapositives de départ. Donc pour ceux qui viennent nous rejoindre, je rappelle les règles de base. C'est que voilà, je fais mon exposé et ensuite on échangera avec les questions. Je vois des gens qui posent des questions qui n'ont rien à voir. Voilà, il faudrait peut-être que je leur conseillerais de revenir sur la première demi-heure. Alors, les degrés de dissonance dans le monde afrodescendant en fonction des sociétés. Alors, moi, j'ai fait une diapositive que j'ai envoyée donc à Africamat, qui sera disponible dans mon prochain ouvrage, hein, Femme noire sensuelle, qui est en cours, qui est en train d'être édité, toujours aux éditions Aniboué. Donc, vous avez au tout début, au cœur de la dissonance, vous avez on va dire, les revendications issues des milieux panafricains, donc panafricains dans le sens historique du terme, hein, P-A-2-N-A, africain, donc tous ces milieux qui justement soulèvent tout ce qui concerne cette dissonance, et vous avez également les milieux pan, qui correspondent beaucoup plus à notre contexte francophone, donc P-A-2-N-E, africain, qui parle aussi de dissonance, mais avec plus un côté négatif. Donc il y a quand même un déni de certaines réalités, hein, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui ont tendance à omettre certaines de nos erreurs, parce que nous avons aussi commis des erreurs, hein, dans cette histoire afrodescendante, et puis qui sont très réactionnaires. Quand on regarde le milieu panafricain d'origine, on n'est pas dans la réaction ou la négation, on est juste dans le constat de la dissonance. Quand on arrive au milieu pan, P-A-2-N-E, africain, on est déjà dans la dissonance, la négation et la réaction. Donc ça, ce sont par exemple des caractéristiques de niveau de dissonance sociétale chez les afrodescendants, qui me permettent, à titre d'hypothèse, de renforcer les raisons pour lesquelles, dans le contexte francophone, une majorité de plus en plus grandissante d'afrodescendants prétendent choisir l'exogamie. Voilà, on ne va pas dire qu'ils choisissent, on va dire qu'ils prétendent choisir l'exogamie, parce que c'est à défaut de connaître leur histoire, de connaître l'histoire de France, et de comprendre les mécanismes, on va dire, de francisation, d'absorption de la culture française. Donc au deuxième niveau, nous avons ce qu'on appelle la négation. Donc vous avez la dissonance au cœur de la question afrodescendante, dans le monde noir. Au deuxième niveau, vous avez la négation, donc qui, elle, se trouve autour du noyau dissonance, hein, et là, vous allez trouver des milieux tels que les suprémacistes afro-américains. Donc, par exemple, Malachi Z. York avec les New Hopians. Vous allez retrouver quelques gardéistes aussi, qui, eux, sont systématiquement dans la négation
et dans une forme de réaction aussi, mais c'est une réaction économique. Donc, on comprend qu'ils ont déjà été inspirés par les modèles panafricains, attention, hein. Donc, c'est une autre forme de dissonance, mais qui est plus dans l'action que la réaction. Ensuite, vous avez la troisième couche, hein, celle que j'appelle donc la réaction. Donc, je reprends au début, hein, au cœur du monde noir, la dissonance. Un peu plus dans le monde noir qui s'étend plus côté panafricain, parce que là, il n'y a pas que des Noirs, mais il y a aussi des Africains issus d'autres ethnicités qui adoptent un discours négationniste, ou un discours où on n'a jamais fait de mal, où on n'a jamais eu tort. Ensuite, au niveau 3, on a le niveau réactionnaire, donc c'est là qu'on va mettre les suprémacistes et une partie du mouvement afroféministe, hein. Donc je rappelle que je parle des degrés de dissonance sociétale, donc existants dans le monde noir. Et après, donc une fois qu'on a quitté la sphère des mouvements dits militants pro-noirs ou pro-afrodescendants, donc qui luttent contre la dissonance, qui affichent une certaine négativité par rapport au discours officiel historique propagé par les anciennes puissances coloniales. Et quand on a passé le stade de la réaction, alors là, on a trois types de dissonances qui apparaissent. Alors le premier, c'est ce que j'appelle les intégrationnistes. Et dans ce groupe-là, vous allez retrouver une partie des afrofemmes, une partie des tiers-mondistes, hein, qui ont un discours quand même vachement intégrationniste, et puis une partie de la black-joisie. Donc la black-joisie, je la développe en profondeur dans mon ouvrage Black Therapy, hein. Donc les noirs, entre guillemets, en bourgeoisie. Sachant que j'émets beaucoup de réserves sur ces notions-là, parce que pour être bourgeois, il faut avoir 3 générations dans 4 formes de capital bourdien, hein, je reviens pas là-dessus, hein, enfin, très brièvement, on va dire, capital social, capital économique, capital culturel, capital symbolique. C'est rare que nous ayons des fortunes intergénérationnelles dans le monde noir. Donc lorsqu'on parle de bourgeoisie noire, moi ça me dérange un petit peu. En dehors des États-Unis, un petit peu du Brésil, rarement de l'Afrique et des Antilles, c'est un phénomène qui est rarissime. Mais c'est un phénomène qui, au niveau de la dissonance généralisée du monde noir, moi je le mettrais dans la catégorie intégrationniste. Ensuite, nous arrivons à ce qu'on appelle les assimilationnistes, enfin ce que moi j'appelle les assimilationnistes, et là c'est majoritairement, là une fois de plus, la black-joisie ou des afrodescendants qui ont acquis une certaine, on va dire, aisance financière ou matérielle. Et effectivement, ils ont tendance, ou elles ont tendance à avoir un discours plutôt assimilationniste. Donc pour tous ces termes-là, je vous renvoie à mes ouvrages Black Therapy et à mon ouvrage sur l'afropolitanisme, hein, j'y suis beaucoup plus précise. Et en dernier lieu, donc l'absorption à laquelle je fais référence dans Black Therapy, hein, qui est qui est typique de la France, hein. Donc, et là, vous allez y retrouver effectivement un niveau de dissonance très achevé. Vous allez retrouver des fétichistes exogames, hein, puisque ça devient un comportement en série. Je ne vais pas citer de nom de célébrités afro-françaises fétichistes exogames notoires. Il y en a quand même un certain nombre. Vous pourrez faire vos recherches vous-même. Ça ferait par exemple l'objet d'un très bel atelier avec Africamat peut-être dans le futur. Donc la dissonance sociétale et afrodescendante, moi je la mesure effectivement au combat mené ou alors aux attentes des afrodescendants, hein, dans ces pays, et particulièrement en francophonie, où je la qualifie de dissonante dans son noyau le plus solide et qui va jusqu'à l'absorption, donc dans sa forme la plus achevée, hein, et c'est celle à laquelle on assiste, notamment par le discours de propagande, on va dire propagande culturelle, propagande scolaire par le déni de l'histoire, propagande culturelle par, on va dire, la promotion de rôles modèles complètement fétichistes et exogames, hein. Je ne vais pas citer récemment cette vedette de la chanson malienne qui se plaignait d'être en démêlé avec son ex-mari wallon, alors qu'elle vivait avec un autre wallon. Donc ça, par exemple, en psychologie, voilà, c'est pas quelque chose. Là, on n'est plus dans la coïncidence. Euh, Là, on va vers la pathologie qualifiée. C'est pas moi qui le dis. Allez vous renseigner
sur ces sujets-là. Donc je vois que des gens mettent des commentaires concernant la bourgeoisie, définie par Bourdieu. Je rappelle que je parle de la blaguejoisie dans mon ouvrage Blague Thérapie, et que je parle par contre de tout ce qui concerne les milieux dits afropéens et afropolitains dans mon ouvrage dédié à la blogosphère. Alors le dernier élément auquel je souhaitais donc introduire un petit peu, parce que nous sommes dans une introduction de ces notions, hein, je rappelle qu'aujourd'hui il est question de parler d'afropéanité, de dissonance, d'exogamie et de fétichisme, de vastes sujets. Moi j'en parle sur 3 livres, donc ce ne sont pas des choses très petites ou très négligeables, mais ce sont des choses qui sont liées, et le lien fondamental, comme je l'expliquais tantôt, c'est la dissonance. Donc bien comprendre comment fonctionne la dissonance et surtout comment elle s'exprime. Et en l'occurrence, elle s'exprime au plus simple par l'afropéanité et dans le pire des cas par une exogamie fétichiste ou un fétichisme exogamique. Ça, ce sont les extrêmes. Et l'exogamie fétichiste, je rappelle, ça correspond davantage à un trait de personnalité, parce que ça peut être exceptionnel dans la vie, dans la création de couple d'une personne au cours de sa vie, hein. Là, je fais référence à ceux et à celles qui ont participé à ma présentation du 29 février dernier sur le couple africain. Tandis que lorsqu'on parle de fétichisme exogame ou exogamique, là, il s'agit d'une pathologie, hein. C'est pas moi qui le dis, comme je le répète, allez vérifier par vous-même ce que signifie être fétichiste. Alors, les niveaux de tolérance d'exogamie ou de fétichisme dépendent donc des sociétés au sein desquelles elles évoluent. Et aussi, l'autre critère, c'est qu'elles dépendent également du niveau de dissonance de la population afrodescendante, en l'occurrence. Alors, si je prends l'exemple de l'Afrique francophone aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, je pense que je prendrai cet exemple-là et puis je prendrai l'exemple de la population afrodescendante en France. Donc, nous sommes dans une culture dissonante hein, en ce qui concerne l'Afrique francophone contemporaine, donc de 2020, qui présente historiquement des caractéristiques du type racialisme, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de racialisation en Afrique du Nord et en Mauritanie. On peut faire le parallèle avec le Soudan du Nord également, hein. Donc l'Afrique a un problème de racialisme, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ou on ne sait pas définir qui est blanc et qui ne l'est pas. On n'est jamais assez blanc, mais on est toujours trop noir. Ça, c'est une des caractéristiques du racialisme. Nous sommes face à du colorisme très violent, hein, puisqu'on ne va pas revenir sur les statistiques concernant la pratique de la dépigmentation, qui existe dans tous les pays africains, sans exception, hein. Ce sont des produits qui sont vendus partout en Afrique. Ne parlons même pas des nombreux témoignages que nous retrouvons, ou même des nombreuses thèses qui ont été écrites concernant ce sujet relatif au colorisme, et notamment pour tout ce qui concerne l'esthétique de la femme. Racialisme, colorisme, le type d'oppression, hein, on ne va pas revenir sur les assassinats des gouvernants en terre africaine, hein, des assassinats spectaculaires, hein, entre 1960 et 2020, on ne les compte plus. Donc ça fait partie aussi de niveau de tolérance hein, de la dissonance dans le monde africain. Et finalement, donc, la paupérisation, donc l'appauvrissement, on va dire, organisé de manière continentale. Donc pour comprendre la dissonance ou le niveau de dissonance en Afrique contemporaine aujourd'hui, personnellement, j'ai créé cette petite grille de lecture qui tient compte donc de la culture, on va dire, dissonante, continentale, puis du rapport au racialisme, au colorisme, à l'oppression et à la paupérisation des populations. Donc typiquement, vous aurez des rôles modèles qui vont refléter, en fonction des pays, ces tendances. Je vois quelqu'un qui veut faire des commentaires, je répète, les commentaires ce sera après la présentation, parce que j'ai pas envie qu'on me pose des questions sur des sujets que j'aurais déjà abordés. Je ne redéfinirai pas les termes après ma présentation. Donc je ne répondrai pas aux questions qui parlent de définition des termes, parce que j'aurais pris 1 heure pour le faire, et j'aurais déjà donné les références. Donc je reviens. Les rôles modèles dans le contexte africain dissonant, avec une histoire de racialisme, de colorisme, d'oppression et de paupérisation massive. Vous allez avoir Kwame Nkrumah, qui est un exogame, hein,
un exogame, donc, mais qui est resté tout de même, même s'il est resté à un rapport à l'Afrique, je veux dire, il est exogame dans le sens où il existe des populations nubiennes en Égypte. Vérifier son parcours personnel. Donc c'est un rôle modèle dissonant, de toute évidence. Je ne reviendrai pas sur le cas du président Ali Bongo, qui lui a suivi le pas des Senghor et autres. Et je ne reviendrai pas non plus sur l'exemple d'Achille Bembe, qui est un rôle modèle. Donc ces trois personnalités, célèbres dans le monde dissonant africain, sont parmi les rôles modèles qui, dans leur pays, sont des exemples typiques du niveau de dissonance tolérée. Donc, est-ce qu'on est dans la négation? Est-ce qu'on est dans la réaction? Est-ce qu'on est dans l'assimilation, dans l'absorption? Je vous laisse le définir. Ensuite, généralement dans ces pays-là, effectivement, vous trouvez un certain nombre d'outils de propagande qui permettent d'accentuer plus ou moins ou de démontrer plus ou moins ce niveau de dissonance. Moi qui suis plus dans l'esthétique, effectivement, j'aime bien identifier le niveau de dissonance ou de fétichisme ou d'exogamie d'une région en Afrique par rapport aux outils tels que le taux de décontentation parmi les femmes, de défrisage, comment la gestion du syndrome de Stockholm se fait. Je vais prendre un deuxième exemple pour expliquer pourquoi il est fondamental de comprendre le niveau de tolérance de l'exogamie ou du fétichisme au sein d'une société afrodescendante et d'en voir les conséquences, de pouvoir en tirer les conséquences sur l'état mental des populations. Je vais prendre l'exemple de la France avec les populations dites afro-françaises. Donc je précise, je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles je n'utilise pas le terme afropéen. Ça, j'en parle dans la première partie de la vidéo. Alors, l'absorption, c'est la politique officielle, c'est le nom universitaire utilisé pour définir, on va dire, la politique achevée d'exogamie pour la francisation, on va dire, des populations. Ça, je l'explique également dans mon ouvrage Black Therapy lorsque je parle de citoyenneté et d'identité. Alors, l'absorption, c'est une culture de ségrégation. On ne va pas revenir sur les épisodes du Code Noir, sur Delgrès ou sur la libération d'Haïti, hein, ou tout simplement, hein, en 2020, on revient encore sur le texte de loi de Madame Paul-Angevin, l'égalité parfaite pour les ex-dom-tom, est-ce qu'elle existe réellement si on compare aux populations, par exemple, tziganes qui vivent en France? Voilà, donc, ségrégation, colorisme, hein, on retrouve encore ces histoires de colorisme, hein, on n'a qu'à regarder les concours de beauté en France, hein. Moi, je suis toujours surprise de voir que beaucoup de gens s'extasient de voir des afrodescendantes gagner, entre guillemets, des concours de beauté, sans se poser la question du colorisme. Parce qu'on vous présente des afrodescendantes, mais ce sont des afrodescendantes, regardez bien, spécifiquement, ce sont des afropéennes. On ne va pas revenir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce serait une diversion beaucoup trop longue. On retrouve encore les éléments du racialisme, hein, ça, ce n'est plus à démontrer, hein. On en a fait encore, malheureusement, l'expérience il y a quelques jours avec ces médecins qui faisaient preuve de racialisme colonial, hein, primaire, et finalement de l'oppression, puisque c'est de ça dont il est question, parce que nous sommes oppressés, alors on justifie le racialisme en nous oppressant davantage, en nous faisant littéralement disparaître, hein, de la surface de la Terre par des techniques d'empoisonnement, validés par les rôles modèles que j'ai cités tout à l'heure, hein, des gens comme Ali Bongo, voilà. Donc ce sont les rôles modèles de nos pays. Ça, ce sont nos élites, hein, symboliques. Donc vous voyez déjà le niveau de dissonance. Il faut être très dissonant, très fétichiste et particulièrement exogame pour pouvoir prendre de pareilles décisions en matière de population locale. Donc les exemples pour la politique d'absorption, hein, donc je parlais tantôt de l'Afrique. Donc là, je parle spécifiquement, je le rappelle, du contexte français. Donc ségrégation, colorisme, racialisme, oppression. Les rôles modèles tout à l'heure pour l'Afrique, c'était Nkrumah, Bongo et Achille Bembe. Pour les Afro-Français, les modèles qui sont offerts par les médias, on va retrouver des Rokhaya Diallo, on va retrouver des Calix Béala, on va retrouver des Dieudonné, on va retrouver des Zemmour. Donc ce sont des personnes qui vont toutes avoir un discours d'absorption. Donc un discours qui va aller dans le sens de se fondre avec la nation française, parce que ça fait partie de la culture de francisation
hérité par Napoléon, comme je l'expliquais tantôt dans la première partie de la vidéo. Alors que vont-ils faire? Quels sont les outils utilisés? Vous allez avoir la promotion de l'exogamie par les médias. Ça, vous n'allez pas le nier. Vous allez avoir le syndrome de Stockholm. Ces gens vont tous, à différents niveaux, montrer ou démontrer. Et puis, vous allez avoir le post-traumatic slave syndrome, c'est-à-dire la mentalité, ce qu'on appelle en français la mentalité d'esclave. Hein. C'est-à-dire, je ne citerai pas le nom de cette actrice qui allait encore pleurnicher pour être dans des films de réalisateurs français. Alors qu'il y a une vive industrie en Afrique, si elle s'intéressait à son anthropologie et non pas à son passeport, qui peut être à tout moment retiré, parce que c'est ça le principe de la citoyenneté, c'est que c'est une convention, donc à tout moment on peut changer d'avis. Voilà, donc l'absorption c'est ça, c'est mettre en avant des rôles modèles à la dissonance la plus achevée et qui vont tenir un propos qui va être propagé par des outils puissants tels que le syndrome de Stockholm ou le syndrome de l'esclave, hein, PTSS en anglais, Post-Traumatic Slave Syndrome. Enfin, quels autres pays en dehors de la France qui ont mis en pratique cette politique d'absorption, hein, qui sont connus? Et moi, je donne toujours un livre de référence que j'ai à côté, Gilberto Frère, donc Maître et esclave, un livre qui est sorti dans les années 70 en Europe, qui a fait sensation à l'époque, puisque c'était la première fois qu'on parlait ouvertement de ces questions de politique d'absorption, c'est-à-dire de blanchiment de populations telles qu'à Cuba, Porto Rico, en France. Hein. Moi, je cite dans Black Therapy l'exemple de Marie Curie, hein, qui est née polonaise, de parents polonaises, puis qui a épousé un Français et dont la fille a épousé un Français. Au final, Marie Curie au Panthéon, la Pologne a perdu tout crédit. C'est ça l'absorption. On ne va pas revenir sur l'écrivaine Colette, qui avait une mère martiniquaise, on ne va pas revenir sur Dumas, qui avait une mère haïtienne, etc. Donc c'est ça l'absorption. Donc l'Europe aujourd'hui le fait un peu partout. Les États-Unis ont glissé vers cette pratique-là. La France y a toujours été. Cuba et Porto Rico sont passés par ces étapes-là. Je vous ai cité la référence fondamentale si vous voulez comprendre le phénomène à Cuba, à Porto Rico et au Brésil, l'absorption.